Bonjour et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. 21% des Bretons seraient exposés à un risque de diabète, mais sans le savoir. À l'occasion de la semaine de prévention du diabète du 6 au 13 juin, on fait le point sur cette maladie. Professeur Véronique Kerlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service endocrinologie au CHU de Brest. Alors Véronique, c'est quoi le diabète ? Le diabète, c'est une maladie chronique qui est définie par un taux de sucre dans le sang, une glycémie supérieure à 1,26 g par litre. Il existe deux types de diabète importants. Voilà. Alors, le diabète de type 1 qui touche le plus souvent les enfants, les adolescents, les adultes jeunes, qui se manifeste par une soif très très importante et un amaigrissement et qui doit inciter à consulter en urgence. Donc là, il y a des signes. Et puis, le diabète de type 2 qui est de loin le plus fréquent, c'est 92% des diabétiques et c'est celui dont je pense on va parler aujourd'hui. Tout à fait. On en parle ensemble tout à l'heure. Et puis comme chaque mardi, Christophe Boucher est en plateau avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et aujourd'hui, pour vous nous parler des pommes de terre, c'est ça ? Ouais, c'est ça, vous avez la patate ? Oui. Ça tombe bien, on va parler des pommes de terre primeur, puisque la Bretagne est la première région productrice de ces légumes. Mais depuis 10 ans, les ventes sont en chute libre. Je vous explique tout à l'heure les raisons de cette chute. Ce sera tout à l'heure dans l'instant éco, mais tout de suite on démarre par un point sur l'actualité de ce mardi 2 juin. Recrute médecin anesthésiste à Douarnenez. C'est une petite annonce que l'on pouvait trouver il y a quelques jours sur Le Bon Coin. Si cette offre d'emploi n'est pas vraiment officielle, elle a le mérite d'alerter sur une situation qui s'enlise à l'hôpital de Douarnenez. Frédéric Lorenzon nous en dit plus. Le centre hospitalier Michel Mazéas de Douarnenez recrute un médecin anesthésiste. L'offre d'emploi a été publiée jeudi dernier sur le site Le Bon Coin. Et même si le numéro de téléphone indiqué sur l'annonce est celui de l'hôpital, la direction de l'établissement assure qu'elle n'y est pour rien. Je suis aussi étonné que vous, je l'ai découvert ce matin. Bon, ce n'est pas du tout une démarche institutionnelle. On peut s'interroger, est-ce qu'il serait pertinent pour un centre hospitalier ou une autre entreprise de recruter un pilote, un ingénieur, un médecin, donc des professions hautement spécialisées via Le Bon Coin, je ne pense pas. Le besoin d'un praticien est bien réel. Depuis plusieurs mois, l'établissement douarneniste recherche un anesthésiste, mais aucune candidature. Il est difficile de recruter des anesthésistes. Il y a une véritable pénurie en France. Il manque près de 30% des postes dans les établissements publics, donc d'anesthésistes. C'est une profession qui est extrêmement exposée au stress et il est important pour un anesthésiste de pouvoir se reposer sur une équipe. Deuxième élément, c'est aussi c'est une profession qui recherche des établissements importants avec des plateaux techniques complexes pour avoir accès à un certain niveau de technicité qu'ils ne retrouvent pas sur les petits hôpitaux. L'absence d'anesthésie s'inquiète la population. Celle-ci s'était mobilisée massivement au début de l'année sous l'impulsion d'un comité de soutien. Ce dernier revendique du bout des lèvres la publication de cette annonce, retirée depuis. Aujourd'hui, la direction de l'hôpital tient à rassurer la population. Le service est maintenu avec des intérimaires. Bon, la priorité, c'est un recrutement pérenne. Néanmoins, aujourd'hui, on couvre nos besoins. Toutes nos vacations, à l'exception de 3, sont couvertes jusqu'au 1er octobre. Donc ça nous laisse un petit peu de champ. Sont couvertes. Et ce qui est intéressant, c'est avec des anesthésistes pour l'essentiel finistérien. Actuellement, le centre Michel Mazéas recrute également un médecin en gériatrie. Et l'annonce est bien sur le site officiel de l'hôpital. Et ce lundi, plus de 200 élèves du lycée Saint-Joseph à Lorient ont assisté à une conférence de Latifa Ibn Ziaten. Elle est la mère d'Imad, la première victime de Mohamed Merah, tué le 11 mars 2012 à Toulouse. Depuis 3 ans, elle transmet une parole de paix et de tolérance dans les établissements scolaires. Et Fanny Coconnier l'a rencontrée. Des pancartes au prénom de son fils brandies par les élèves. Latifa Ibn Ziaten est touchée par l'image offerte par les lycéens lorientais de Saint-Joseph. Tout au long de son intervention, l'émotion est palpable. Le souvenir de la mort de son fils, un militaire de 30 ans, est douloureux, mais elle l'assure, elle a pardonné et tient à témoigner. Je passe ce message de paix, la tolérance, le vivre ensemble, le respect de l'autre. Et de respecter l'autre, de connaître l'autre, la religion de l'autre. Vous parlez de religion, vous intervenez dans un établissement catholique. Est-ce que ça représente quelque chose ? Bien sûr.
C'est ça, oui, qu'on ne se sent pas différent. Même que ce soit en école catholique et que je suis musulmane, moi je ne me sens pas différent. Pendant près d'une heure, la mère de famille de 5 enfants délivre son message. Elle se prête au jeu des questions-réponses face à un auditoire attentif et admiratif devant son pardon à Mohamed Merah. Qu'elle nous fasse comprendre qu'elle appartenait au malheur qui est arrivé à la jeune personne, mais pas au bourreau qui est devenu. C'était vraiment très fort. C'est une femme très courageuse qui prend de l'avant, qui va vers les jeunes, et c'est touchant. Elle a promulgué un message de paix et je pense que c'est très important au sein d'un lycée d'intervenir comme ça. Ça peut faire changer l'idéologie des jeunes. Au cours de son intervention, Latifa Ibn Ziaten a appelé les parents, les enseignants, les jeunes à faire preuve de vigilance face à la tentation extrémiste. Après un dernier échange informel, elle est repartie pour, à nouveau, témoigner devant d'autres jeunes. Et direction Rennes maintenant, où les insectes s'invitent à l'apéro. Depuis l'été dernier, une boutique en ligne permet de se faire livrer quelques verres de farine ou encore des criquets à l'ail et aux fines herbes pour une soirée entre amis. Et le tout se marie très bien avec un petit cocktail aux algues. Willy Basquin de TVR 35 l'a testé pour vous. Pas très appétissant mais rempli de protéines et de minéraux, ces insectes aromatisés sont invités à prendre l'apéritif. Sophie Briand, une jeune brétilienne, a lancé un nouveau concept dans la capitale bretonne depuis près d'un an, appelé la Picky Box, des coffrets d'aliments un peu décalés. Je me suis dit pourquoi pas proposer ces produits-là à l'apéro, c'est un moment où on découvre des choses et c'est un moment convivial. Et du coup, voilà, j'ai lancé Picky Box qui propose des insectes et des algues à l'apéro, mais pas que. Maintenant, j'ai un petit peu développé le concept autour des pop-corn aromatisés, du jus de baobab, etc. Pas de boutique pour faire ses achats atypiques, mais un site internet. C'est Sophie qui prépare directement ses colis avant de les expédier aux clients. Comptez entre 48 et 72 heures pour recevoir ces amuse-bouches croustillants à la maison. Alors les consommateurs sont plutôt ravis dans l'ensemble. Ils ont bien aimé le côté fou d'en déguster. Voilà, ils apprécient aussi le goût des insectes. Tous les insectes sont aromatisés au curry, paprika ou encore à la grecque, mais le plus étonnant, c'est que les saveurs ne sont pas si spéciales. Ces asticots, par exemple, ont un léger goût de noisette. Pour l'instant, 3 tailles de box sont proposées par Picky Box, prix de départ 16,50 €. Christian Bucher, directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris, était de passage à Brest ce mardi. Il en a profité pour venir nous parler de son dernier livre, Marin de nos vies, un essai qui tente de prouver que la mer est le secret du bonheur. Regardez. La mer comme métaphore de la vie et comme fil rouge pour la quête du bonheur. C'est ce qu'a voulu démontrer Christian Bucher, le directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris, dans son dernier livre, Marin de nos vies. Parce que la mer, oui, elle contient la quasi-totalité des solutions. Elle contient même, encore une fois, un champ pour notre propre vie, en expliquant ce que doit être la vie. La vie n'est que transformation, que mouvement. Le tout, c'est d'arriver à bon port. Et donc, on trouve dans les textes inspirés, quels qu'ils soient, comme dans la sagesse humaine, toutes les solutions pour ne pas sombrer dans l'illusion, la peur, la mort, etc. Donc la mer, oui, est une école de vie. Chacun a une traversée à faire. Et peut-être d'ailleurs que la vie n'est pas un long fleuve tranquille parce que c'est une traversée maritime. C'est bien possible, oui. Et puisque les images maritimes garnissent les textes religieux ou encore les travaux de psychanalyse, la mer serait le dénominateur commun de toute quête de spiritualité. J'ai découvert que la mer est le pont de réconciliation entre les 3 grandes religions monothéistes et la psychanalyse. Pour les psychanalystes, pour notamment Jung, Ferenczi, son disciple, la mer, c'est pas la mort, c'est pas l'illusion, c'est le subconscient. Et donc, il faut sortir de son port d'attache, sa mère MRE, sans vouloir y retourner, continuer sa traversée, exister, s'individualiser pour être un individu propre, autonome. Membre de l'Académie de Marine, ancien secrétaire général du Comité national du Grenelle de la mer, Christian Bucher montrait dans son avant-dernier livre que la mer était l'avenir de l'humanité. Ce dernier ouvrage tente à prouver que la mer est essentielle au bonheur de l'homme. Bref, on se dit que Christian Bucher aurait pu être marin-pêcheur au Guilvinec. J'aurais bien aimé. Le problème, c'est très indiscret comme question, parce que j'ai le mal de mer. Alors, si la mer peut rendre heureux tous les hommes, elle comblera à la fois ceux qui vivent avec elle au quotidien et puis ceux qui la regardent de loin.
Le diabète touche 2 900 000 personnes en France. Et ces chiffres ne prennent pas en compte ceux qui ignorent leur diabète. En Bretagne, par exemple, 21% des habitants seraient exposés à un risque de diabète sans le savoir. Cette maladie qui empêche le corps d'assimiler correctement les sucres se soigne mais ne se guérit pas. Se faire dépister, c'est donc important pour pouvoir vivre avec le diabète au quotidien. Du 6 au 13 avril, c'est la semaine de prévention contre le diabète. Vous pouvez facilement vérifier si vous êtes atteint ou pas par cette maladie pendant ces jours-là. Professeur Véronique Kerlan, vous êtes donc chef du service endocrinologie au CHU de Brest. Quels sont ces risques de diabète auxquels 21% des Bretons seraient exposés sans le savoir? En fait, il y a des risques qui sont génétiques. Donc, quand on a dans sa famille un père, une mère, un frère ou une sœur diabétique, on est à très haut risque de devenir soi-même diabétique. Mais il n'y a pas que les facteurs génétiques, parce qu'il y a tous les facteurs environnementaux. Et on sait maintenant que quand on a un surpoids, sans même être obèse, simplement un surpoids, quand on est sédentaire, c'est-à-dire qu'on a peu d'activité physique, qu'on ne bouge pas beaucoup, eh bien on est exposé au risque de diabète. Puis il y a aussi des populations particulières, c'est les femmes qui ont eu des enfants de plus de 4 kilos, ou qui ont eu un diabète pendant leur grossesse. Ces femmes-là sont très très exposées ultérieurement à développer un diabète. Et pourtant, la Bretagne fait partie des régions les moins touchées par le diabète. C'est le Nord-Pas-de-Calais qui arrive en tête, je crois, avec 5,4% de la population atteinte. La Bretagne n'est qu'à 3%, donc pour info. Quels sont les symptômes du diabète? Eh bien, le grand problème, c'est que justement, le diabète ne donne pas de symptômes et que si on ne recherche pas le diabète, eh bien, on ne sait pas qu'on est diabétique. Et c'est pour ça qu'on estime en France à peu près 700 000 personnes qui sont diabétiques sans le savoir. Alors, pas de symptômes, mais des risques importants pour la santé. Lesquels? Absolument, c'est-à-dire que le diabète peut entraîner des complications qui peuvent être graves, donc des complications cardiovasculaires, donc infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, des complications rénales, et pas en Bretagne, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez, on a moins de diabétiques en Bretagne, mais dans l'est de la France, c'est la première cause de dialyse. C'est le diabète. Et aux États-Unis, le diabète est la première cause de dialyse. Donc il peut y avoir des complications rénales, donc potentiellement graves. Il y a des complications ophtalmologiques aussi. Donc on peut avoir une atteinte des vaisseaux de l'œil. Devenir aveugle, par exemple, ça peut être possible. Oui, mais heureusement maintenant on a des moyens de traiter tôt, à condition de savoir qu'on est diabétique, effectivement, et de dépister les premiers signes d'atteinte ophtalmique du diabète. Et puis il y a des complications infectieuses aussi. Et des complications neurologiques. Donc le diabète, oui, c'est pourvoyeur de beaucoup de complications. Ouais, voilà. Comment on dépiste justement le diabète pour éviter d'en arriver à ces conséquences assez graves? Finalement, c'est très très simple. Il suffit de faire une glycémie à jeun. Alors elle peut être faite simplement, on peut piquer le bout du doigt. Alors c'est vraiment une micro-piqûre du bout du doigt, juste sur une goutte de sang. Et un taux de sucre trop élevé, s'il est trop élevé, doit nous inciter à faire cette fois-ci une glycémie au laboratoire, parce qu'il n'y a que la glycémie au laboratoire qui va confirmer le diagnostic de diabète, à condition d'être fait même à 2 reprises, à jeun. Et quand on a plus d'1,26 g, on est sûr qu'on est diabétique. Mais quand on a une glycémie qui est entre 1,10 g et 1,26 g, on a ce qu'on appelle le prédiabète. Et ça, c'est très très important de se dépister à ce stade-là, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, eh bien, si on se prend bien en charge, on peut ne pas devenir diabétique. D'accord. Tout est dans la prise en charge tôt. Pour revenir sur les facteurs génétiques, s'il y a dans notre famille, si un des parents est diabétique, il y a beaucoup de chances qu'on soit soi-même le risque, de risque, pardon, oui, d'être diabétique soi-même. C'est au moins 30%. D'accord. De risque. Un grand-parent, là dans ces cas-là, on va un peu moins. Ça saute une génération, oui, un grand-parent. J'avais un grand-père diabétique. Oui. Vous êtes à risque, moins que si c'était votre père, mais oui. Oui, c'est un risque aussi. Donc ça, c'est le premier. On va revenir maintenant sur les facteurs environnementaux pour le diabète. La nourriture, c'est important de bien se nourrir, mais ça passe par quoi? Qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas justement développer de diabète? En fait, il n'y a pas d'interdit. Ça, c'est une notion très importante, mais c'est une question d'une part de quantité, c'est-à-dire qu'on a tendance à manger trop en total calorique par rapport à nos besoins énergétiques, parce qu'on se dépense quand même beaucoup moins que ne faisaient nos ancêtres. Et donc, on a besoin de moins manger de façon globale. Et puis, il y a bien sûr une répartition, c'est-à-dire qu'il faut éviter tout ce qui est sucre pur, les sodas, les bonbons, tout ce qui est sucrerie. Voilà, ça, c'est très mauvais. Et puis, les graisses de façon excessive. C'est qu'on imagine, enfin, dans l'inconscient général, c'est qu'on parle de sucre essentiellement, mais ce n'est pas uniquement le sucre.
C'est du sucre qui peut se trouver dans des aliments salés aussi, Véronique Arland. Bien sûr, tout à fait. Et puis, en fait, notre foie transforme très bien nos graisses en sucre. Et donc, c'est la graisse qu'on a au niveau de l'abdomen, en excès, qui va surcharger notre foie en graisse. Et c'est notre foie qui va transformer la graisse en sucre. Donc, ce n'est pas directement le sucre en lui-même qui est responsable du diabète, mais la suralimentation, en fin de compte. Donc les conseils, manger équilibré, raisonnablement de tout et se dépenser physiquement tous les jours. Comment le diabète évolue sur la population en général? Vous disiez que nos ancêtres bougeaient plus. Est-ce que justement ils développaient moins de diabète? Oui, il y a de plus en plus de diabétiques. Oui. C'est vraiment tout à fait impressionnant et la courbe dans le monde entier montre que... Dans tous les pays? Dans tous les pays, y compris les pays en voie de développement, enfin tous les pays, sont de plus en plus exposés au diabète qui devient un problème de coût en plus pour la société. Et ça touche aussi les sujets plus jeunes. C'est-à-dire qu'avant, les diabétiques du diabète de type 2, c'était surtout après 50 ans. Et maintenant, ça se voit dès 30 ans, quelquefois même plus tôt. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'adolescents diabétiques de type 2. C'est vraiment un truc nouveau pour Oui, c'est nouveau. Lié au mode de vie, de consommation? C'est effectivement beaucoup lié au mode de vie et de consommation. Alors aujourd'hui, on ne guérit pas du diabète. On ne peut pas guérir. Par contre, on peut vivre avec un traitement. Lequel? Pour le diabète de type 2, comment ça se passe? On peut vivre très très bien avec le diabète. Voilà. Donc il y a d'abord la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle les fameuses règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire de bouger tous les jours, mais marcher simplement, on n'a pas besoin d'aller dans un club de sport, voilà, et de s'alimenter normalement selon les conseils, comme dans toute la population. D'accord, ça c'est le traitement pour le type 2. Voilà, le premier traitement. Après, il y a des traitements, bien sûr, médicamenteux, qui peuvent être des traitements soit sous forme de comprimés, soit sous forme d'injection. Mais c'est une étape ultérieure. La première étape, c'est tout simplement d'aller faire du sport, de marcher un peu plus. Voilà. Est-ce que la recherche avance bien du côté du diabète? Oui, alors la recherche avance bien. D'abord, on a enfin prouvé aussi que même l'activité physique, c'est 50 minutes, 3 fois par semaine. Eh bien, on sait que ça diminue de façon considérable le risque d'être diabétique. Or, ça, c'est faisable. Ça peut être intégré dans une vie. Ça peut être 20 minutes le matin, 30 minutes le soir. 3 fois par semaine, c'est faisable. Et on sait, il y a des preuves chez tous les patients qui sont à risque de devenir diabétiques, par leurs familles, etc., ou parce que c'est des femmes qui ont eu un diabète gestationnel, on a la preuve que c'est efficace. Et puis, il y a de la recherche, bien sûr, sur les causes. Voilà. Et il y a des interrogations sur les bactéries intestinales. C'est très intéressant. Et il y a certainement des pistes sur les perturbateurs endocriniens, les polluants. Enfin, il y a beaucoup de pistes. Ça, c'est en ce qui concerne les causes. Et puis, sur le plan thérapeutique, on a aussi des médicaments de plus en plus efficaces. Voilà. Et puis, on simplifie aussi les méthodes de surveillance pour les patients. Je vous entendais dire, parler du diabète gestationnel, et ce sera le mot de la fin. Un mot sur ce diabète particulier qui concerne les femmes enceintes. Oui, alors là aussi, il y a de plus en plus de femmes qui sont diabétiques pendant leur grossesse. Qui ne le seront pas après, et qui ne l'étaient pas forcément avant. Qui ne l'étaient pas du tout en général avant, mais qui, souvent, elles ont des facteurs de risque. Donc toutes ces femmes-là, parce qu'elles ont un petit surpoids, des antécédents familiaux, plus de 35 ans, on recherche le diabète au tout premier trimestre de la grossesse. C'est très important de le rechercher au premier trimestre, très important de le rechercher au 3e trimestre aussi. Et si on le trouve, eh bien, il est important de traiter la maman parce que sinon le bébé va être trop gros avec des difficultés à la naissance et puis même des conséquences au plus long terme. Et puis après la naissance, elles ne sont plus diabétiques, mais elles devront se surveiller. Faire très attention. Tout le temps, voilà. Très bien, merci beaucoup Véronique Arland. Alors je rappelle que toutes les infos, à la fois pour en savoir plus sur le diabète, pour savoir où aller se faire dépister aussi, c'est sur le site www.contrelediabète.fr. Voilà, tout de suite on passe à l'instant éco. Christophe, dans l'instant éco aujourd'hui, vous nous parlez donc de la pomme de terre primeur. C'est la saison, mais les consommateurs boudent un peu l'achat de ce produit. Oui, en effet, Pauline, la pomme de terre primeur ne fait plus recette. Mais avant de vous expliquer les raisons de ce désamour pour la patate nouvelle, André Mingui, le responsable de la section à Prince de Bretagne, nous explique ce qu'est une pomme de terre nouvelle. Et on l'écoute. C'est une pomme de terre qui est récoltée avant sa pleine maturité. En un mot, les sucres contenus dans la pomme de terre ne sont pas entièrement transformés en amidon,
ce qui donne un goût de noisette et l'attrait donc du consommateur vers ce produit saisonnier. On peut la consommer avec sa peau, dans la mesure où elle est très fine, peluleuse, et qui se donne également sa richesse en vitamine C. Et Christophe, la Bretagne est la première région productrice de pommes de terre primeur. Oui, Pauline, en 2000, sur la zone légumière, donc c'est une zone qui s'étend du Conquet à Saint-Malo, la production avoisinait les 120 000 tonnes de pommes de terre primeur. En 2015, aujourd'hui, durant la courte saison qui va de la fin mai à la fin juillet, entre 15 et 18 000 tonnes seulement seront récoltées sur notre territoire. En Bretagne, aujourd'hui, il reste 250 producteurs de pommes de terre nouvelles. Et à la SICA de Saint-Paul-de-Léon, la saison de la pomme de terre primeur, celle de l'an dernier, a été catastrophique avec un chiffre d'affaires en recul de plus de 50% par rapport à 2013. Et la tendance est nette sur cette variété. Mais alors, quelles sont les raisons de cette baisse de production, Christophe? Alors, André Mingui, qu'on vient de voir, qui est producteur à Ploumoguer, c'est aussi le président national de la section de la pomme de terre primeur. Il explique cette baisse d'achat par la multiplication des variétés de pommes de terre sur nos étals. Aujourd'hui, vous trouvez des pommes de terre pour faire des pommes de terre rissolées, d'autres pour faire des frites, d'autres pour faire des purées, d'autres pour faire encore des tartiflettes même. J'ai vu des pommes de terre spéciales tartiflettes. Et du coup, les consommateurs perdent leur repère et ne se tournent plus vers la primeur et qui a une durée de vie plus courte que la pomme de terre de conservation. Et à cela, on peut aussi ajouter une forte importation de pommes de terre nouvelles venues notamment d'Israël. Résultat, l'an dernier, plus de 6 000 tonnes de pommes de terre sont restées invendues et donc sur les bras de la coopérative. Alors comment s'adaptent nos producteurs? C'est pas compliqué, certains ont tout bonnement stoppé la production de pommes de terre primeur pour deux raisons. La première, c'est que les rendements sont moindres. En effet, compter 20 tonnes à l'hectare pour la pomme de terre primeur contre 45 tonnes à l'hectare pour la pomme de terre de conservation. Et deuxièmement, elle est un peu plus chère à produire, d'où un prix sur les étals plus élevé pour la primeur. Et d'ailleurs, on va écouter tout de suite André Mingui sur les enjeux pour l'avenir de la production. On a trouvé un consensus, je dirais, au sein de l'Interpro, comme quoi donc la pomme de terre du primeur, non pas par son volume par rapport à la pomme de terre de conservation, on ne va pas s'opposer, on cohabite intelligemment. En revanche, elle assure une dynamique économique et commerciale entre deux campagnes de pommes de terre de conservation, ce qui permet de relancer la nouvelle récolte de conservation pour l'année en cours. L'enjeu à terme, c'est d'éviter que les surfaces ne baissent. Si du moins le facteur prix-marché est au rendez-vous, la pérennité et l'envie aux producteurs de continuer vers ce produit dont le consommateur prend de plus en plus ses repères et l'attend. Mais alors Christophe, quelles sont les solutions aujourd'hui pour relancer la pomme de terre nouvelle? Les producteurs, comme l'ensemble de la filière, misent sur des actions de communication fortes, en rayon notamment dans les supermarchés, au travers de deux variétés. La primaline, c'est la première pomme de terre récoltée dans la saison, c'est-à-dire qu'elle a déjà débuté, et c'est une pomme de terre qui est récoltée à la main, et il y a... Non, pas forcément. Elles sont un peu plus petites que ceux qui arrivent, parce qu'elles sont plus tôt dans la saison, donc un peu plus petites, mais elles sont choyées, parce qu'elles sont vraiment récoltées à la main, il n'y a pas de machine, il n'y a rien du tout. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la Prima Braise, et c'est la seconde récolte dans le temps qui est estampillée Bretagne, en jouant sur l'aspect aussi territorial, comme avec la pomme de terre de l'île de Bas, ou encore celle de Noirmoutier. L'interprofession espère jouer la complémentarité avec les pommes de terre de consommation qu'on utilise toute l'année. Les producteurs ont aussi fait des efforts sur la présentation des produits. La terre dans les magasins, quand on va prendre des pommes de terre, ne serait-ce que des pommes de terre un peu sales, ça rebute tout de suite les gens qui préfèrent prendre des pommes de terre qui sont lavées ou en sachet à la place de ces pommes de terre qui sont un petit peu plus sales. Et du coup, l'interprofession espère aussi jouer sur l'acte militant des consommateurs. Merci beaucoup Christophe, ça met en appétit. Pomme de terre primeur, un petit attention, peu, sans trop de beurre, c'est ça, professeur? Voilà, sans trop de beurre. Mais un petit peu quand même. Juste ce qu'il faut. Allez, tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce mercredi à 17h15 sur TBO, ne manquez pas la subversion des visages. C'est un documentaire qui interroge sur la sortie de prison et le moment où il faut reprendre une place dans la société. On regarde un petit extrait. À un moment donné, Robinson craque et dit « J'aimerais bien qu'il y ait ne serait-ce qu'un ennemi sur cette île. Parce que cet ennemi ferait tout pour m'abattre. Mais au moins j'existerais pour quelqu'un.
Si c'est vrai qu'en moi, en 2008, j'avais fait 45 jours de mitard. Je m'étais embrouillé avec un surveillant. Et je parlais plus avec les surveillants. Et c'est eux qui te ramènent la gamelle. Et t'as accès qu'avec eux. Et la dernière vingtaine de jours, même au mitard, il n'y avait plus personne. C'était vide. Les gens n'avaient pas fait de conneries, c'était vide. Et à un moment donné, j'étais tout seul comme ça. Et j'ai dit, merde, tellement que j'étais dans ma tête, j'ai plus ma voix. Et je commençais à chanter dans un truc pour entendre ma voix, en fait. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était juste 45 jours, c'était pas... Après, ouais, je chantais carrément. Et jeudi, une autre émission à ne pas manquer, Christophe Boucher. Oui, Eco & Co, donc l'émission mensuelle finistérienne. Et on va parler de Kengo, c'est la nouvelle plateforme participative 100% bretonne. Merci Christophe. Alors je rappelle aussi que du 6 au 13 juin, c'est la semaine de prévention contre le diabète et qu'il faut en profiter pour aller se faire dépister. Toutes les infos sont sur www.contrelediabète.fr. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une agréable soirée sur TBO. Ciao.